monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre. C'est la deuxième fois que Rabat autorise l'accostage à Tanger précisément d'un navire transportant des armes et des munitions destinées à massacrer tout simplement les populations de Gaza et du sud Liban. Une indignité pour le peuple marocain, fervent défenseur de la cause palestinienne, comme on a pu d'ailleurs récemment le voir à Amsterdam, et sans doute le prix d'une grande compromission, la pire pour le régime du Marzen, qui se rend désormais officiellement complice du génocide des Palestiniens. Les arrangements innommables du Maroc avec l'entité sioniste découlent de l'obsession annexionniste du régime sur le territoire non autonome du Sahara occidental, une question de décolonisation pourtant pour le droit international réaffirmé lors de la dernière résolution onusienne sur la reconduction du mandat de la MINURSO et même le soutien de 2 membres permanents au Conseil de sécurité au plan d'autonomie marocain n'y changera rien. La réalité coloniale a d'ailleurs une fois de plus été mise à l'épreuve il y a 2 jours par l'armée sahraoui qui a mené une attaque spectaculaire sur la localité de Mahbes derrière le mur de la honte marocain. Nous parlerons également de la structure fragilisée du régime monarchique avec à sa tête un roi à la santé chancelante et une lutte intestine pour le moins féroce autour de sa succession au trône. Nos invités pour en parler sur le plateau, Dr Saïd Ayachi, président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Bonsoir. Bonsoir. Dr Saïd Ayachi, merci d'être avec nous. Tarek Hafid, vous êtes journaliste et analyste des questions internationales. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Gamal Abina est pour une fois avec nous sur le plateau. Vous êtes journaliste et analyste des questions internationales. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Et Sami Kaidi, merci également d'être présent. Vous êtes journaliste au quotidien Al-Mujahid. Bonsoir, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Merci à vous. Alors, on vous propose d'abord un sujet sur, je vous le disais, l'avenir de la monarchie qui est désormais incertain avec, on disait, les luttes intestines féroces au sein du palais royal autour de la succession au trône après Mohamed VI. Yanis Belkacem pour le commentaire. Coups de feu ont retenti au cœur du palais royal marocain, traduisant une montée en flèche des tensions liées à l'héritage du souverain et sa succession. Une situation de crise qui dépasse désormais le cercle royal pour toucher cette fois-ci l'armée, les services de sécurité et les pouvoirs décisionnaires au plus haut niveau. La détérioration de la santé du roi Mohamed VI amplifie cette instabilité. Son absence croissante dans les affaires nationales, ses déplacements inhabituels et des déclarations ambiguës du palais ouvrent la voie à des tensions au sein du Marzen, une institution fondatrice du pouvoir marocain. Je savais que le Marzen était une bête dans l'âme et que sa vengeance était inévitable. 2 principaux prétendants au trône émergent, son fils Moulay el-Hassan de 20 ans et le frère de Mohamed VI, le prince Moulay Rachid de 52 ans. Bien que la succession au trône marocain privilège généralement le jeune prince, en parallèle 2 figures influentes comme Abdeltaïf Hamouchi et Fouad Ali El-Hima jouent un rôle clé de cette lutte. La passivité est ce qui a laissé les choses se dérouler comme elles l'ont fait, jusqu'à ce que nous arrivions à notre situation actuelle. Dans un climat d'incertitude, certains responsables contestent avec violence la succession officielle du prince héritier Hassan. Les tensions internes pourraient, selon certains observateurs, mener à des affrontements ouverts plus graves, menaçant l'intégrité du royaume, tandis que sur la scène internationale, les États-Unis et l'entité sioniste affichent leur soutien au prince héritier Hassan, soulignant l'importance de la continuité de l'alliance stratégique maroco-sioniste. Mais ce soutien ne semble pas apaiser les facteurs internes où des pressions croissantes demandent une révision de la ligne de succession. Pour le peuple marocain, l'unité et la stabilité du Maroc restent primordiales, mais face à cette crise sans précédent, l'avenir de la monarchie demeure incertain. Les Marocains redoutent la transition conflictuelle qui pourrait engendrer des bouleversements à l'échelle nationale et régionale. Pour l'heure, le Maroc traverse une période critique entre lutte de pouvoir et pression internationale au détriment du peuple marocain qui, pour lui, l'avenir du pays reste suspendu et flou, laissant craindre la chute de la monarchie. Voilà, donc ce sujet, on va y revenir dans quelques instants sur, je vous le disais, la succession au trône après le roi Mohamed VI. On va pour l'instant parler avec vous, Dr Saïd Ayachi, pour commencer, à propos de la société civile marocaine qui est réellement en ébullition après l'accueil d'un navire militaire israélien au port de Tanger et son ravitaillement. C'est le deuxième que Rabat accueille après le refus de Madrid. Est-ce que donc justement le Maroc peut être accusé désormais de complicité lorsque le temps
juridique, j'ai envie de dire, fera son effet, est-ce qu'on pourra dire que le Maroc a été officiellement complice de génocide aux côtés de l'entité sioniste? Je crois que c'est plus que de la complicité maintenant, c'est une partie prenante dans le massacre du peuple palestinien. Je n'en veux preuve que cette histoire de bateau, bien sûr, elle ne vient que confirmer ce que prévoit, ce que fait, ce que planifie le régime marocain pour aider son partenaire sioniste. Mais il y a déjà d'autres indices qui sont là depuis longtemps, et plus graves encore. On le sait que, par exemple, il a été introduit le droit hébraïque dans le droit marocain. C'est très grave comme histoire. Il a été permis, bien entendu, à des descendants de citoyens israéliens de revenir et d'aller se présenter dans des demeures pour les récupérer avec l'assentiment du Makhzen, de l'administration marocaine. Il y a bien entendu les investissements colossaux que fait l'entité sioniste pour s'accaparer une grande partie de l'économie marocaine. Il y a une OPA carrément qui faite sur l'économie marocaine par l'entité sioniste, et bien entendu il y reste la décision politique. On en parlait dans votre sujet que vous avez présenté tout à l'heure. L'entité sioniste est bien présente dans cette histoire. On peut en parler tout à l'heure. Je crois que le régime marocain a mis le doigt dans l'engrenage maintenant du partenariat carrément avec l'entité sioniste, et il ne peut plus faire marche arrière. Bien entendu, cela augmente encore plus le fossé qui existe entre le peuple marocain et son roi, et le divorce est quasiment prononcé maintenant. Oui. C'est par un effet d'entraînement, le régime marocain ne fera qu'appuyer l'entité sioniste, et de plus en plus de façon criminelle, et le peuple marocain, déjà lui, bien entendu, pour des motifs de précarité sociale, condamne, il ne fait que condamner la trahison de son roi à la cause palestinienne. Donc oui. Vous voyez très bien qu'il y a une cadre judiciaire que le régime marocain ne peut absolument pas résoudre, et qui peut être la cause de l'effondrement de la monarchie marocaine. Alors, ce qu'il y a, Tariq Hafid, c'est qu'aujourd'hui, le Maroc ne cache plus cette alliance complète, totale avec l'entité sioniste, notamment en ces temps où l'entité sioniste est en train de commettre un génocide. Alors, est-ce que justement l'alliance qui lie ces deux entités coloniales depuis 2020 peut expliquer ou peut obliger tout simplement le Maroc à permettre l'accostage d'un navire transportant des armes? Tout de même, lorsqu'on voit les images qui émanent de Gaza, l'entité sioniste a d'ailleurs conclu un important accord d'1 milliard de dollars pour la livraison d'ici 5 ans de 2 satellites d'observation de type OFEC 13 au Maroc. Les relations dans le domaine militaire, oui, en tout cas entre l'entité sioniste et le Maroc, ne datent pas de 2020, elles sont bien antérieures. D'ailleurs, le mur de séparation, ce que les Sahraouis appellent le mur de la honte, est un projet développé par des ingénieurs, par des militaires, des officiers, des officiers israéliens. Il n'y a aucun secret, aucun complexe maintenant. Ils sont totalement décomplexés, ils n'ont absolument aucun souci. Ce qui s'est passé dernièrement, c'est que depuis 2020, alors il faut bien lier 2 dates qui sont très très importantes. C'est la reprise de la lutte du peuple sahraoui, donc du Front Polisario. Donc en novembre, en décembre, il y a eu une normalisation. En grande partie, pourquoi ? Parce que justement, les Marocains ont toujours, jusqu'à aujourd'hui, le complexe de cette défaite militaire qu'ils ont eue contre les Sahraouis. Donc ils avaient nécessairement besoin d'un soutien militaire. Ce soutien militaire, ils l'ont eu en partie à travers cette normalisation. Et à partir de 2020, j'ai eu l'occasion de discuter avec un officier sahraoui il y a quelques jours plutôt, c'est l'installation d'un système de radar, ce qu'on voit à la frontière entre la Palestine occupée et le Liban, oui, ou alors autour de la bande de Gaza. Donc ces pylônes, c'est tous ces systèmes de radar, etc., qui ont été installés dans le mur de séparation. Mm-hmm. Et actuellement, l'armée sahraoui fait en sorte de détruire ces installations. Ce qui se passe, c'est que
Actuellement, les Marocains sont en difficulté, l'armée marocaine est en difficulté en termes justement d'équipement de haute technologie, parce que les Israéliens sont concentrés sur les deux guerres, sur les conflits qu'ils sont en train de mener donc, au nord contre Hezbollah et contre Hamas, et même contre certaines résistance, voilà, groupe de résistance en Irak, au Yémen. Vraiment, réellement, le fait de pouvoir commander des satellites, de développer des systèmes de drones, d'acheter des équipements, etc., ils n'ont absolument plus aucun complexe. Mais ils en ont besoin parce qu'ils savent que actuellement nous sommes dans une phase de harcèlement de la part de l'armée sahraoui, qui va après passer à une autre phase qui sera certainement le fait de rentrer justement... L'attaque de Mohamed, on va en parler, et peut-être un prélude, oui, Sami Saïd. 5 000. Alors 5 000, c'est un chiffre qui a été rapporté par Nizam El-Mahdawi, qui est un journaliste palestinien et qui symbolise le nombre de soldats marocains qui participent au génocide contre le peuple palestinien à Arza. Donc cette complicité avec les génocidaires est totalement actée. Le royaume du Maroc. Selon lui, il faut préciser que ce chiffre, donc le régime marocain, le Maroc, pardon, qui est un royaume qui s'offre au sionisme, c'est un royaume moyenâgeux et radicalement traître à la région, il faut le dire, participe constamment à la trahison aussi de ce peuple palestinien. Ce n'est pas la première fois qu'un navire accoste c'est la deuxième. À Tanger. Non, plusieurs fois, selon le même journaliste palestinien, plusieurs navires qui ont été refusés dans les ports espagnols, il faut le rappeler, sont accueillis et reçoivent l'ensemble des ravitaillements pour aller assassiner des femmes, des vieillards et des enfants en Palestine. Qui représentent 70% des victimes aujourd'hui de ce génocide. Exactement. Autre point aussi qui nécessite d'être rappelé, c'est que le régime marocain s'offre au sionisme à tous les niveaux et pas que sur le plan militaire. Vous savez, il y a eu un autre scandale, c'est que pour le prochain mois sacré du Ramadan, une soldate de l'entité sioniste est appelée à jouer un rôle de premier plan dans la télévision publique marocaine. Donc on voit bien que cette soumission au régime sioniste est à tous les niveaux, c'est-à-dire sur le plan politique, économique, culturel et universitaire aussi. Totale. Voilà. Alors, je voudrais poser la question à Kamel Abinda, puisqu'on voit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le gap moral et l'anachronie presque totale entre, d'une part, les agissements donc, du Marsène dont on parle, en trahissant publiquement la cause palestinienne, et le peuple marocain qui rejette cette normalisation à travers des manifestations régulières, imposantes, sans oublier l'opposition active des Marocains à l'étranger, et dont une partie a exprimé ce rejet, je le disais, à Amsterdam il y a quelques jours. Il faut bien préciser d'abord une chose, c'est que ces Marocains de l'étranger sont des rifins. Donc eux, la question palestinienne, ils l'ont dans le cœur, comme d'ailleurs tous les peuples. Mais les Marocains aussi. En général, mais là c'est des rifins. Donc l'expression de colère qu'ont eu les rifins, c'est la suite, non pas d'un pogrom, ça c'est de la propagande occidentale minable, simplement parce que ces barbares, donc ces voyous du Maccabi, chantaient la mort des Palestiniens. La mort des Arabes et des Palestiniens. Ont sifflé la minute de silence quand il y a la question espagnole qui a été présentée, donc eux, ça les a amusés apparemment de voir des morts un peu partout, sont des racistes, il faut utiliser le bon terme, c'est-à-dire que les Arabes doivent tous mourir, on connaît leur discours, et quand ils prenaient une raclée de la part d'hommes qui ont une longue tradition de résistance, je parle d'Abdelkrim Khattabi, donc c'est les enfants d'Abdelkrim, là on commence à comprendre qu'il y a quand même un petit hiatus. Mais le peuple marocain dans son ensemble est pro-palestinien. D'ailleurs tous les peuples arabes sont pro-palestiniens, et les musulmans en général, et les peuples qui ont à cœur le bien-être et la vie sur terre, et qui détestent voir la barbarie d'un État raciste génocidaire. Ils sont de plus en plus nombreux, heureusement. Oui, mais le monde entier en réalité. C'est-à-dire que vraiment l'entité sioniste aujourd'hui est détestée par le monde entier pour ce qu'elle fait. Parce qu'ils ont cru que les Palestiniens, ils allaient les éradiquer comme les Indiens d'Amérique. Mais le monde est témoin de ça. Donc je vais dire simplement par rapport à ça, oui, il y a une trahison, et j'en ai parlé des concomitances, des points communs. Bizarrement, on trouve beaucoup d'éléments de langage qui correspondent de chaque côté de la trahison, en l'occurrence d'un côté des Marocains et de la barbarie sioniste, des points de convergence. Tout à l'heure, le mur de la honte, on le trouve en Palestine. Ensuite, Eretz Israël, le Grand Maroc, c'est l'Estirplal en 60, dans les années 60 qui a commencé à délirer sur le Grand Maroc. Un mythe ridicule où ils font croire qu'ils sont l'empire de 1200 ans, qui n'a jamais existé. Je rappelle que le royaume existe depuis 56. Avant, c'est pas un royaume, c'est des petits roitelets, des petits sultanats, des trucs qui n'ont même pas de consistance. Et surtout,
il n'y a pas de monnaie. C'est retrouvez-moi une pièce de cette époque, elle n'existe pas. C'est l'empire musulman qui règne à ce moment-là. Donc ils s'inventent des histoires et ils se glorifient d'un passé qui n'a jamais existé en faisant croire qu'ils ont 1200 ans d'existence. Bientôt, on va apprendre que le prophète est né en terre du Maroc. Ça va pas tarder. C'est pas loin, parce qu'il y a déjà des descendants. Non, mais il y a toute une mythologie, effectivement, qui est construite. Et la constitution marocaine actuelle est éminemment expansionniste et parle de frontières réelles. C'est-à-dire que ce régime qui est moyenâgeux veut prendre d'autres territoires et n'y échappent ni les Mauritaniens, ni l'Algérie, ni le Sahara occidental et ni le Mali, effectivement. Ils parlent d'ailleurs beaucoup dans leur carte délirante du Sahara oriental, donc chez nous, mais c'est pas grave. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que cette trahison est honteuse. Et je n'aime pas le terme que vous utilisez, évidemment, c'est rentré dans le langage, de normalisation. On ne fait pas de paix honteuse avec un État qui tue, qui massacre des femmes et des enfants. Il n'y a pas de rapport normal avec un État criminel. C'est comme si moi je voyais un tueur d'enfants assassiner un monde, mais normaliser ma relation avec lui. Non. On parle de capitulation, on parle de paix honteuse, on parle de soumission, on parle d'obséquiosité. On voit comment ils embrassent la main de leur maître, ça va 5 minutes. Donc c'est pas les peuples marocains qu'il faut indiquer, c'est les dirigeants, et ça c'est un terme qu'on ne doit pas utiliser. On parle de paix honteuse comme en 77-78 avec les accords de Camp David. C'était une paix séparée et une paix honteuse condamnée par tout le monde arabe à cette époque. Alors justement, pour ce gap moral et cette anachronie entre le régime du Marzen et son peuple, est-ce qu'il peut coûter cher à ce régime? Alors oui. Est-ce que cette fois-ci, ce serait la goutte d'eau? Je vois les manifestations quotidiennes, je vois cette honte qui monte en eux parce qu'ils sont pro-palestiniens, on reçoit au moins 2 navires, peut-être plus, mais bon, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait plus, pour alimenter la guerre et massacrer leurs frères de Palestine, c'est ça. Les dirigeants marocains sont-ils des frères? C'est la question qu'on doit se poser. C'est quoi ces dirigeants qui reçoivent des barbares, des criminels racistes, qui les méprisent aussi, il ne faut pas l'oublier, ça arrête des Arabes. Ils ont tendance à l'oublier, enfin les Arabes de culture, je veux dire. Et ils les regardent de haut et en même temps, ils les utilisent en les brossant dans le sens du poil pour dire on est avec nous, on est avec vous contre les Algériens. C'est pas sérieux. Donc c'est vrai que le gap est énorme parce que pendant des années, ils ont alimenté la propagande anti-algérienne. Bon, ça, on connaît la musique. Ensuite, la propagande a été alimentée anti-Maghreb, finalement, quand ils ont quitté le Maghreb, quasiment. Anti-africaine, pour voir ce qui se passe sur les frontières. Et aujourd'hui, ils disent quoi? Le peuple marocain, qui est pro-palestinien depuis toujours, il faut le rappeler, c'est important que les plus grosses manifestations, c'était au Maroc depuis toujours. 2014, 2012, ça n'a pas arrêté. Aujourd'hui, se trouve insulté par leurs dirigeants. Je suis désolé, j'ai du mal à croire qu'un peuple comme ça puisse accepter cette bassesse de la part des dirigeants marocains. Docteur Saïd Ayachi, on va passer au discours du roi Mohamed VI, qui est apparu particulièrement éprouvé d'ailleurs physiquement, ayant du mal à articuler ses mots. Mohamed VI a pour la première fois endossé un véritable réquisitoire donc, contre l'Algérie, l'accusant sans la nommer de la tenue d'otages des réfugiés sahraouis dans les camps de Tindouf et d'avoir des convoitises évidemment sur la façade atlantique. C'est une rhétorique que l'on connaît déjà. Est-ce que le souverain marocain, selon vous, se sent ragaillardi par le retour de Trump aux affaires, le président américain? Que peut faire le président américain aujourd'hui pour conforter davantage le roi du Maroc? Je crois qu'il y a 2 aspects dans votre question. La première, c'est que faut rappeler que la question sahraoui est adossée au droit international très très solidement. Personne ne peut changer le droit international, sauf si cela se décide, j'allais dire, dans une assemblée générale extraordinaire, etc., ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible, on est d'accord. Pardon? Ce qui n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de remettre en question le droit international. On pourrait se poser la question, docteur Ayachi, avec les événements. Ça demanderait des négociations entre d'abord les membres permanents, le Sud. Vous avez 2 membres permanents du Conseil de sécurité pour pouvoir toucher au droit international. Pourquoi? Parce que le droit international, tout simplement, structure les relations internationales. S'il n'y a pas de droit international, les relations internationales, c'est la loi de la jungle. Docteur Saïd, juste pour ouvrir cette parenthèse, vous avez 2 membres permanents du Conseil de sécurité qui soutiennent les thèses marocaines sur l'autonomie, le plan d'autonomie. Si vous permettez. Et donc, ce droit international est très clair concernant la question sahraoui. On l'a dit plusieurs fois sur ce plateau. Ça se résume en 2 points. Territoire non autonome enregistré officiellement sur les tablettes de l'ONU. Et deuxièmement, le droit international reconnaît au peuple sahraoui le droit de choisir son destin librement à travers. La messe est dite, tout est dit. Le droit international est en faveur des Sahraouis. C'est ça qui gêne le régime marocain et tous ses soutiens. S'il pouvait, d'où la stratégie marocaine qui veut absolument extirper le problème sahraoui de son cadre juridique qui le gêne, pour en faire un problème de voisinage avec l'Algérie. Ce n'est pas
il y a, vous m'avez dit là dans votre question qu'il y a des prisonniers à Tindouf, ou je sais pas, des trucs. Vous savez qu'il y a 17 ONG internationales qui travaillent, qui vivent à Tindouf avec les Sahraouis. Ils ne voient pas, et qui font des rapports à l'Union européenne, s'il vous plaît. Et puis, j'allais dire, aux agences de l'ONU qui sont en permanence là-bas. Ce n'est pas le cas dans les territoires occupés, par exemple. Donc, ça c'est un refrain que l'on connaît, et tout simplement, ça participe de cette tentative désespérée du Maroc de vouloir en faire un problème de voisinage avec l'Algérie, d'où le discours d'ailleurs, c'est l'Algérie qui cherche à installer une hégémonie sur la région. C'est le point plus mais vous reconnaîtrez que c'est la première fois qu'il parle de cette manière. Il avait tendance à faire... attendez, je vais poser ma question. Il avait tendance à faire comme s'il tendait la main justement pour la paix, alors qu'il n'en était rien, puisqu'on voyait que dans le discours politique, à travers ses ministres, il n'en était pas pour la première fois, du tout cas. Juste pour poser la question sur Trump. Oui, d'accord. Lui, on parle mais Trump également. Vous croyez que l'administration Biden, on le sait, ils sont pour l'autonomie, les Américains. Mais ils ne peuvent pas violer le droit international. Et donc, ils ne peuvent même pas appliquer le décret scélérat de Trump de décembre 2020. Parce que tout simplement, c'est violer le droit international. Ce que vient faire la France avec sa décision, c'est encore un viol du droit international. Or, ce sont deux membres permanents du Conseil de sécurité dont la mission est de veiller à la protection et à la défense du droit international. Mais qu'est-ce que ça nous dit, Tout est là. Écoutez, est-ce que c'est tout de même inquiétant que deux puissances, la première puissance mondiale, même si elle est déjà en violation du droit international flagrante avec l'entité sioniste qui soutient un génocide, et aujourd'hui la France, qu'est-ce que ça nous dit sur la légalité internationale, sur la solidité le droit de la légalité internationale? S'il n'est pas protégé d'abord par les autres membres de la communauté internationale, l'ONU, etc., mais même au-delà de cela, par les peuples, par les dénonciations qu'on peut faire, il peut très bien être à géométrie variable. Quand ça peut les arranger, comme en Ukraine, on convoque le droit international et les droits de l'homme, et quand ça ne les arrange pas, comme en Palestine ou Sahara oriental, on l'ignore. Il y a, vous savez très bien, on en a parlé aussi, le mécanisme au niveau du Conseil de sécurité, le chapitre 6 pour passer au chapitre 7, pour rendre les résolutions contraignantes vis-à-vis des pays concernés, ils n'y passeront jamais. Ce qui s'est passé dernièrement pour la résolution. Exactement. Pour la résolution du Conseil de sécurité, notre ambassadeur a négocié, j'allais dire, avec les Américains, qui sont le père d'air, comme on dit, de la résolution, pour dire qu'il faut qu'on parle des droits de l'homme qui sont violés quotidiennement au Sahara occidental et qu'on puisse esquisser l'idée de pouvoir élargir le mandat de la MINURSO. On lui a donné des assurances, mais quand il s'agissait de mettre un truc, il ne l'a pas fait. Oui. Sami Khalidi. Alors moi, je voudrais revenir sur ce point-là, et je suis totalement d'accord avec M. Ayashi. Il y a un deux poids, deux mesures qui est très choquant de certaines puissances sur la scène internationale, et le droit international ainsi que la Charte des Nations Unies structurent finalement la vie des nations. Et marcher sur ces principes, c'est promouvoir l'anarchie. Et pour revenir au discours de Mohamed VI, il convient de signaler que ces propos est extrêmement choquants parce qu'ils constituent une escalade, une déformation des faits historiques et juridiques, ainsi qu'un mépris insupportable tant du droit international, de cette légalité internationale, et aussi des conventions de l'Union africaine et des résolutions aussi onusiennes. Et un éloignement de la réalité. Voilà. Et finalement, ce qu'il faut dire, c'est que peut-être Mohamed VI n'a plus toute sa tête sur ses épaules, parce que si on revient à un dernier billet qui a été écrit sur Marianne par un certain journaliste qui s'appelle Quentin Muller. Il faut le préciser, ça a été, ces journalistes de la revue Marianne ont fait ce reportage pendant qu'ils étaient en visite avec le président français, tout à fait. En visite officielle. C'est quand même assez rigolo. Et qui parle, qui apporte des faits saillants. Donc ce billet rapporte le fait que le roi Mohamed VI est totalement absent de son royaume. Il passerait 220 jours dans l'année à l'étranger,
assez... mais surtout extrêmement colérique et violent. Colérique, violent. Après d'ailleurs même ses proches collaborateurs. Ou Zazafi qui a été signé par lui pour rester en prison. Voilà, tout à fait. Donc on voit à peu près le triste personnage. Le triste personnage. Tarek Hafid, j'aimerais qu'on revienne aussi sur l'étrange déclaration de Nasser Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères, qui accuse l'Algérie, je cite, de faire montre d'une volonté donc de déclencher une guerre dans la région. Alors oui, on sait que le Maroc veut déplacer le problème, notamment les problèmes qu'il rencontre au niveau national et le mettre sur le dos de l'Algérie. Mais là, tout de même, c'est une déclaration qui a été faite, d'ailleurs, 2 jours après le discours de Mohamed VI. Quelle lecture politique on peut en faire? Je peux juste ouvrir une petite... Oui, évidemment. Le droit international évoqué par Dr Ayachi n'a pas été écrit par les Algériens et par les Sahraouis. C'est par les Américains, par les 5 fondateurs. C'est eux qui l'ont écrit, donc c'est à eux de l'appliquer, de le faire appliquer et surtout de le protéger et faire en sorte qu'il soit appliqué partout dans le monde. Donc ce n'est pas à nous. Nous faisons en sorte justement de leur rappeler, voilà, le droit que... pour revenir à Bourita. Bourita, je pense que il réagit à Trump, parce que c'est ça, Bourita, sa mission, c'est de dire Monsieur Trump, maintenant que vous êtes président des États-Unis, reprenez votre parcours pour le Maroc à partir de décembre 2020 et continuez. Et il y a les méchants algériens qui sont à côté, qui ont fait une démonstration de force et qui ont mis en avant tout ce qu'ils disposent comme armement. Et ils sont dangereux et il faut faire en sorte de nous protéger. C'est un peu ça. Donc ils comptent énormément évidemment sur mais ils se trompent. Le retour de Trump aux affaires. Mais qu'est-ce qu'ils espèrent, les Marocains, aujourd'hui? Qu'est-ce que pourrait faire Trump? Vous savez que Dr Ayachi a rappelé... Il faut revenir à la décision donc, qui a été le Front Polisario, après ce qui s'est passé à Guelguelet, a été... En 2020. 13 novembre 2020. Le 13 novembre 2020 a dit ça suffit, on ne peut pas continuer comme ça, il faut reprendre la lutte armée. Et c'est à partir de là où les Marocains... Il y a réellement un trauma au Maroc de la défaite face aux Sahraouis. Il faut imaginer qu'il y a eu beaucoup de morts du côté de l'armée marocaine, qu'il y a eu plus de 2500 à peu près prisonniers marocains. Oui, même à un certain moment, que les Marocains ont refusé pendant longtemps de reprendre et qui ont été obligés donc de rester on va dire dans des prisons du Front Polisario. Il y a réellement un trauma. Ils ne veulent pas subir ce qu'ils ont subi pendant les années 70 et 80. Qu'est-ce qui a poussé Nasser Bourita à faire une telle déclaration? C'est tout de même je pense, moi je lis ça directement à la réélection de Trump, au fait qu'ils se sentent engaillardis par le soutien français, ils attendent aussi des livraisons d'armes quand même qui sont quand même assez développées, il faut le dire. Donc pour eux, pour les Marocains, le Sahara occidental s'est plié. Avec le retour de Trump, le soutien de la France, ils sont certains. C'est plié. Ils sont certains. Mais d'autant plus que l'administration Biden a joué un jeu trouble. Plus que trouble. C'est-à-dire ils sont restés sur la voie de Trump en disant non, nous, à aucun moment, nous avons dit que nous sommes pour la marocanité du Sahara occidental. Il n'y a pas eu d'ailleurs l'ouverture de l'ambassade. Ni l'ouverture ni fermeture d'ailleurs, ils n'ont pas bougé de position. Oui. Non. C'est statu quo. Oui, c'est statu quo, mais en faisant en sorte d'imposer la question de l'autonomie. Pour les Américains, la solution... C'est un secret de polichinelle. Les Américains font des pressions pour l'autonomie. Au même titre que tout le monde. En plus, ce sont les Américains un peu plus impuissants. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas aller à l'encontre du droit international. Même Trump va revenir demain et va dire j'actualise le décret que j'ai fait en décembre 2020. Et après, c'est un cas de normatif. Après, il y a une réalité. Comment ça va être enregistré sur les tablettes de l'ONU? C'est un truc. C'est un problème.
C'est un problème de droit international. Dans un fait, pardonnez-moi, dans un fait analogue, on voit l'entité sioniste, on le disait, c'est parfaitement analogue d'ailleurs, c'est le fait accompli. Et vous croyez que au fur et à mesure, ça a réglé ses problèmes avec les Palestiniens? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ils sont même en train de faire quelque chose d'innommable. Oui, parce qu'il n'y avait pas de solution. Mais ce n'est pas réglé. Que demain qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ce n'est pas réglé. Le droit international, il faudra réviser le droit international, qu'ils le fassent à leur truc, ce qui n'est pas possible du tout. Surtout maintenant avec l'émergence du Sud global, qui a une voix qui porte. Les peuples, on n'a jamais vu de manifestation pour la Palestine que depuis la guerre du Vietnam. Alors, justement, je voulais vous poser la même question, Kamal Abina, sur les raisons donc, de ce discours subversif du roi Mohamed VI, la déclaration de Bourguiba, et il y a aussi, il faut le rappeler, une course à l'armement du Maroc. L'entité sioniste est devenue ces dernières années le 3e fournisseur de matériel militaire. Il faut peut-être rappeler ces choses-là à l'opinion publique. Donc 3e donc, fournisseur de matériel militaire au Maroc. Du Maroc avec 11% de part de marché. En 2022, les sionistes ont fourni plusieurs systèmes de défense aérienne de type Barak pour un montant de 540 millions de dollars. La grande majorité de ce matériel a déjà été livré au Maroc. Il y a un système comme ça, le Maroc est un pays très pauvre, 70 milliards de dettes, donc c'est pas un pays qui peut payer des armes de haute technologie. C'est payé par d'autres pays. Qui sont ces pays? C'est le Golfe. On a l'Arabie, on a les Émirats. C'est eux qui financent à crédit, effectivement, ces armements délirants. Moi, j'ai envie de dire, par rapport à la question que vous posez, sur la question de Bourguiba ou de Omar Hillel, ce ne sont pas des diplomates, ce sont les propagandistes. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune démarche diplomatique, ils sont toujours dans l'offensive, et ils se croient avoir des ailes dans le dos parce qu'ils s'imaginent qu'ils vont avoir un soutien indéfectible des États-Unis. Trump a lâché une boule puante avant de partir, il va revenir, il ne faut pas lui faire confiance. Ensuite, les sionistes, on voit ce que vaut leur soutien quand on a vu la révolution islamique d'Iran. Leur meilleur allié dans la région, ils l'ont laissé tomber parce qu'ils n'ont pas les moyens de pression. C'est-à-dire que parier sur les sionistes pour une pérennité dans son pouvoir, ça ne tient pas la route. Et moi je dirais simplement, c'est qu'effectivement, cette volonté de montrer des muscles, de se prendre très fort, la réponse algérienne doit être une réponse réfléchie. Comme ça a été le cas quand ils ont assassiné les 3 malheureux camionneurs à la frontière, on a porté la question sur la question du droit à l'ONU. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège d'une volonté d'agresser l'Algérie pour détourner l'attention du peuple marocain sur les questions sociales, parce qu'ils ont un problème. Ensuite, il faut rappeler quand même pourquoi le Sahara occidental, pourquoi cette mise en scène ridicule, cette marche verte imposée, avec une armée qui est encadrée, il ne faut pas l'oublier, alors qu'à l'époque, à 3 ans auparavant, Hassan II a failli être assassiné par son armée. Il fallait donner un os à ronger à son armée pour qu'il ne se retourne pas contre lui. C'est un peu le socle c'est une façon interne oui, parce du Maroc. Que pour renforcer le souder une population, mais vous montrez un ennemi dehors. Ça marche toujours très bien. Les Allemands, les Français l'ont fait. Donc aujourd'hui, ou la question sioniste, si vous retirez les Arabes de la région et si vous les laissez entre eux, ils vont se massacrer parce qu'ils se détestent entre les Ashkénazes et les Séfarades. Donc c'est une question qui se pose, mais c'est vrai que l'outrance verbale de ces gens-là coïncide avec l'arrivée de Trump et le sentiment qu'ils sont dans une puissance retrouvée, alors qu'en vérité, ils sont faibles. Donc moi, j'allais dire simplement, par rapport à la fraternité que j'ai avec un peuple marocain, que j'ai toujours aimé d'ailleurs, c'est qu'il ne faut pas tomber dans ce piège de la volonté politique de nous diviser. C'est-à-dire que, évidemment, les dirigeants sont imbuvables aujourd'hui, ils font la provocation en permanence, et nous ne devons pas répondre à cette provocation. Nos principes, ils sont liés au droit international qui a été fondé par des puissances qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale, donc c'est leur propre droit, c'est pas le nôtre, et nous devons nous inscrire là-dedans. Et s'ils tordaient le cou au droit international, ce qu'ils ont fait en Irak d'ailleurs, je rappelle, il y a quand même deux puissances, en l'occurrence la France et les États-Unis qui ont fait ça, ça leur coûtera plus tard, parce qu'il va falloir s'expliquer quand il y a d'autres pays qui font la même chose. Mais l'Angleterre ne suit pas, la Chine ne suivra jamais, ni la Russie. Donc on est à peu près tranquille sur le membre permanent. Quant au membre non permanent, c'est le Sud global, il n'y a aucune chance. Samir Kaïdi. Oui, je voudrais ajouter un propos sur cette énième fuite en avant qui a été symbolisée par les propos belliqueux, agressifs et totalement inadmissibles de Bourguiba, qui accuse notre pays de vouloir créer une confrontation militaire dans la région. J'ai envie de dire c'est l'inverse. L'Algérie a toujours exporté la paix dans la région, a toujours fait des médiations pour des règlements pacifiques loin de toute forme d'ingérence étrangère. On ne peut pas dire autant du Maroc. Et est-ce véritablement une
surprise lorsque l'on sait que Nasser Bourita est un parachuté. Il n'a jamais été diplomate, il n'a jamais été ambassadeur, par exemple. Et ces propos insupportables de Bourita risquent d'entraîner l'ensemble de la région. Quand on parle de la région, c'est-à-dire la Méditerranée occidentale, le Sahel et l'Afrique du Nord, vers une instabilité chronique et vers l'inconnu. Et je tiens à ajouter une chose importante, parce qu'il faut préciser que c'est important que les gens fixent leur mémoire. Le Maroc a agressé l'Algérie en 63, ça se souvient. Et même 56 avec et même en 62, c'est un passage historique qu'on ne connaît pas assez, mais le 7 juillet 1962, soit 2 jours après notre indépendance, il y a une tentative marocaine d'agresser notre pays jeunement indépendépendant. Marzénienne, j'appelle ça le Marzen, voilà. C'est pas le peuple qui décide. Mais ce qui se passe, il faut rappeler quand même, l'Algérie faiseur de paix, c'est quoi? 75, les accords Téhéran par rapport à l'Irak et l'Iran pour empêcher la guerre. Ensuite, la réconciliation entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Oui. Et avant, en 79, il y a aussi la médiation algérienne qui a permis de libérer les otages américains. Encore avant, Carlos, avec l'avion détourné, c'est l'Algérie qui fait preuve de bons offices. Ensuite, 88, la question palestinienne, où l'Algérie fait en sorte que la Palestine commence à exister. Tout comme en 74, j'aimerais connaître, moi, le bilan en termes de médiation et de rapprochement des peuples du Marzen. Il n'y en a pas. Aucun. C'est bien l'inverse. Le Maroc fomente aussi, c'est une notoriété publique, des troubles au Sahel et participe enfin, il sert de véritable cheval de Troie de l'impérialisme dans la région. Tout à fait. Oui, docteur Hachi, vous voulez Il reste quand même une hypothèse de travail. Il ne faut pas sous-estimer, si l'on prend le discours du roi, Bourita, l'activisme de certains ambassadeurs à Genève, peut-être qu'ils feront un pari sur le pire, c'est-à-dire coincés, comme on vient de le dire, mais vraiment coincés par le droit international dont ils ne pourront pas en sortir. C'est déclencher des hostilités à un moment ou à un autre, c'est se préparer, c'est préparer l'opinion, préparer, encore une fois, c'est l'Algérie, etc. Et puis, à Dieu ne plaise, ça peut arriver. Si le statu quo était maintenu, c'est ce que vous voulez dire? C'est un statu quo qui viendront perturber pour, en fait, provoquer le déclenchement de quelque chose... d'extrêmement dangereux. Absolument. Hafid, je voulais vous poser la question sur la spectaculaire attaque de l'armée sahraoui sur la localité de Mahbes, derrière le mur de la honte, ce qu'on appelle, et ce que les Sahraouis aussi appellent le mur de la honte. Comment expliquer cette poussée de l'armée sahraoui? Est-ce que justement les combats sont beaucoup plus féroces qu'on ne l'imagine? Parce que c'est vrai que c'est une guerre qui passe complètement inaperçue dans les médias mainstream. Alors maintenant, en fait, il n'y a pas de guerre, pas de confrontation entre... Oui, c'est une guerre de harcèlement. C'est vraiment du harcèlement. Il faut imaginer, nous avons un mur qui fait 2700 km. Oui. Il y a à peu près 100 000 hommes qui sont positionnés dans ce mur. Mais ils ne sont pas uniquement dans le mur. Il y a le mur et derrière, il y a des bases, donc l'infanterie, il y a l'aviation, etc. Ce qui s'est passé, c'est que depuis quelque temps, le harcèlement, le pilonnage de la part de l'armée sahraoui sur les positions au niveau du mur font que beaucoup d'unités sont passées dans des bases, les bases arrières. Là maintenant, ce qui s'est passé, c'est que dans le cas de Mahbes, juste pour vous expliquer, il y a la base 14 qui se trouve donc au niveau du mur. La base 14, donc la région de Mahbes, c'est l'est du mur. Donc c'est pas très très loin d'ailleurs de la frontière avec l'Algérie. La base 14, derrière, il y a donc des casernes pour le commandement, le ravitaillement. Là, il y a un aéroport aussi qui a été bombardé il y a exactement une année. Et donc, il y a à peu près une distance entre le mur et les bases qui ont été bombardées il y a 2 jours. Il y a à peu près une trentaine de kilomètres. Si on rajoute également donc la distance qu'il y a, on va dire une distance de sécurité des unités sahraouies, il doit y avoir entre 20 et 30 km. C'est-à-dire maintenant que les Sahraouis ont la capacité de bombarder des positions qui sont vraiment très très en arrière. Et la preuve, elle est très simple, c'est que les vidéos qui ont été prises par les populations civiles, ces populations sahraouis qui sont en territoire occupé, ne sont pas dans la zone qui est interdite à tous les civils. C'est-à-dire que quand on voit la fumée s'élever du site qui a été bombardé, on comprend que c'est quand même
très proche des civils, des civils, c'est-à-dire pas des civils, de là où habitent des civils, parce que les vidands ont été prises par des nomades, contrairement à ce que dit la propagande marocaine, qui est reprise aujourd'hui. J'ai vu un article de La Voix du Nord qui dit que 5 combattants sahraouis sont rentrés et auraient été éliminés. C'est absurde, ça veut dire que c'est même très grave. Ça veut dire qu'ils sont passés dans les territoires occupés. Oui. Même leur propagande, en fait, elle est contre-productive pour eux. Oui. Ce qui est totalement faux, c'est un pilonnage de l'armée sahraoui qui a ciblé, et très précis, qui a ciblé un poste de commandement et qui a ciblé aussi une base de ravitaillement. Alors, quelle lecture politique il faut en faire? La lecture politique, en fait, c'est une réponse à 3 personnes. Premièrement, Omar Hilal, sa conférence de presse à l'ONU, où il a répondu à une journaliste de AP qui lui a posé la question et comment vous allez faire le conflit armé. Il dit non, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a absolument rien du tout. Il ne faut pas lire les communiqués algériens et sahraouis, c'est totalement faux. Voilà. Donc il y a la réponse à Omar Hilal, il y a la réponse bien sûr au roi suite à son discours, et la réponse aussi donc à Bourita pour lui dire la guerre vous l'avez déjà, et ce n'est pas contre les Algériens, mais c'est contre nous. Et c'est ça. Et qu'ils existent et qu'ils sont là, et qu'ils mènent cette guerre d'usure. En fait, c'est une guerre d'usure, de harcèlement. Le mot le plus approprié. Mais ce n'est pas la première fois que des Sahraouis frappent des positions arrière. Oui. Et qu'ils font très mal à l'armée marocaine. C'est peut-être une guerre qui n'est pas assez visible, justement. Elle n'est pas assez visible. On considère de basse intensité. Pour des raisons qui est très simples, c'est qu'il est très, très difficile d'envoyer des journalistes d'un côté ou de l'autre. Les Marocains refusent parce qu'ils disent qu'il n'y a pas la guerre. Les Sahraouis, pour se rendre dans le mur, il faut être avec l'armée sahraoui. À mon avis, l'armée sahraoui, il y a eu un journaliste de votre chaîne, donc les premiers temps, donc qui a pu prendre des images. Qui avait interviewé d'ailleurs le président sahraoui à l'époque. Le président sahraoui. Oui. Je pense que l'armée sahraoui ne veut peut-être pas prendre la responsabilité, c'est-à-dire parce qu'il y a des attaques de drones, il y a des choses quand même qui sont très très dangereuses pour des journalistes, mais je sais que certains journalistes demandent justement au plus ne serait-ce que pour relayer l'information de manière plus précise. Tout à fait. Je pense que le jour, il va y avoir un moment où on va sortir justement de cette guerre d'usure, de cette guerre de harcèlement, où on va passer à une phase. Cette attaque d'Al-Mahbas, est-ce qu'elle augure d'une nouvelle phase peut-être? Évidemment, bien sûr. Évidemment, on va aller. On en parlait. J'étais dans les camps je crois que c'était au mois de mai-juin, parce qu'il y a quand même une période qui est très importante, c'est l'été, qui est insupportable pour les Marocains. C'est la réalité. Ils ne sont pas faits pour supporter les soldats marocains. D'ailleurs, il y a beaucoup on les relaie souvent. Les soldats marocains sont souvent très très mal au point sur le plan de la dépression, déjà en temps de paix, maintenant encore beaucoup plus. Ce qui n'est pas le cas, je veux dire, des soldats de l'armée sahraoui, ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Donc ils connaissent le climat et les conditions. Juste une dernière chose. Rapidement, on doit passer à un dernier sujet. Le jour où il va y avoir les premières, comme ça se faisait durant les années 70 et 80, où les Sahraouis vont rentrer, ils vont prendre des prisonniers marocains, vont les présenter au monde, à ce moment-là. Ce sera un tournant, effectivement. Évidemment. Rapidement. En plus de ces hauts faits d'armes de l'armée de libération sahraoui, ces dernières coïncident avec des victoires retentissantes aussi sur la scène internationale de la cause sahraoui. Permettez-moi de rappeler les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne en octobre dernier, qui un des arrêts reconnaît le fait que le Front Polisario est le seul représentant légitime du peuple sahraoui. Et autre victoire retentissante, c'est celle qui est venue suite à la dernière conférence ministérielle du forum Russie-Afrique et qui souligne finalement le consensus international, effectivement, on peut dire de le rappeler. Le droit du peuple, le droit imprescriptible du peuple sahraoui à l'autodétermination. Ce qui isole davantage la 4e commission. Tout à fait. Ce qui isole davantage les deux puissances qui rester arc-bouté au droit international. Et qui a permis de détruire toute la propagande colonialiste de ce régime
marocain. Oui, alors je vous propose à présent d'écouter Ahmed Fennan, un opposant marocain que nous avons contacté. Il est exilé aux États-Unis et qui évoque lui aussi la lutte féroce pour la succession au trône et l'organisation d'une probable révolte populaire aidée par une opposition installée à l'étranger contre le régime marzénien. بالنسبة للمشاكل التي يواجهها ولي العهد En ce qui concerne les difficultés que rencontre l'héritier du trône, elles sont nombreuses, notamment le fait que les membres de la famille royale ne veulent pas de lui, surtout qu'il est le fils de la juive Selma El-Benani, qui a ses propres relais dans le palais royal, en dépit de sa mise à l'écart du palais. D'autres prétendants au trône sont également présents, comme Hicham El-Alaoui, qui n'est plus soutenu par la France. لكن هشام العلوي لم يعد خيارا لفرنسا فهناك عدة مشاكل الشعب يعني الأحرار يريدون إسقاط النظام D'autres problèmes sont présents au palais royal, mais le peuple, les hommes libres, veulent la chute du régime. Et l'opposition marocaine, qu'elle soit interne ou externe, ont fait la promesse que Hassan III ne prendrait jamais les rênes du pouvoir. D'autre part, le peuple marocain n'acceptera jamais la tutelle de l'entité sioniste par l'entremise de Hassan III, qui est le fils d'une juive. Et vous n'êtes pas sans savoir que la filiation chez les juifs se fait par la mère et non par le père. Ce qui ferait pour l'entité sioniste qu'un juif israélien dirigerait le pays. فهو بالنسبة لإسرائيل هو يهودي إسرائيلي سيحكم في المغرب. هناك كما قلنا بأن Hicham El-Alaoui a été écarté depuis longtemps comme choix alternatif à la succession au trône, et ils craignent la révolte du peuple. Comme vous le savez, la France et l'entité sioniste ont placé le roi alaouite au pouvoir. Comme vous le savez, Mohamed VI vit ces derniers jours. Cela a été confirmé par les médecins français et la délégation de journalistes marocains qui s'est déplacée vers l'entité sioniste est partie chercher l'approbation des dirigeants sionistes pour installer Hassan III à la place de Mohamed VI. Nous, en tant qu'opposants, nous souhaitons la chute de ce régime et la fin de l'État alaouite. ذهب لكي ينال الرضا لمن يريدونه أو ينصبونه مكان محمد السادس. نحن كمعارضين نتمنى أن إسقاط النظام وإزالة الدولة العلوية من حكم المغرب. Donc Ahmed Fennan, qui est, je le disais, un opposant marocain exilé aux États-Unis. Gamal Abina, comment se fait-il que la succession après donc Mohamed VI soit devenue aussi complexe avec des dissensions profondes entre les différents pôles de décision? C'est une question de pouvoir financier déjà et puis de pouvoir tout court. On a le petit frère qui a 52 ou 53 ans qui est très en colère parce qu'il se voyait à la tête évidemment du vizir, mais il n'a pas été à la tête de l'État parce que c'était le premier qui devait l'emporter. Le mal-aimé en vérité. Hassan II n'aimait pas tellement Mohamed. Oui. Et donc ce qui se passe, c'est que son petit frère est très colérique. Moi je les ai rencontrés une fois à Paris et on voit qu'il y en a un qui arrive avec le sourire, le roi en l'occurrence, et le petit frère qui fait toujours la tête, qui est très énervé. Donc il y a lui, ensuite il y a les sœurs, il y a des rapports aussi de concurrence, et il y a le fils qui est jeune, il a que 22 ans, et qui n'est pas forcément bien formé, même si, semble-t-il, il a été préparé. Et surtout, il y a effectivement des oppositions à l'étranger, qui sont républicaines d'ailleurs, ou même royales, de la famille, qui sont opposées à cette présence. Alors, bon, là, il va un petit peu fort, parce que de dire que c'est le fils d'une juive, ça, je ne sais pas, c'est vérifiable, mais ce qui est certain, c'est que c'est pas tellement le problème, c'est le système qui fonctionne comme ça, et qui fonctionne en vase clos. Je veux dire que Mohamed VI, quand il arrive au pouvoir, au départ, il arrive avec une aura assez positive, il faut être très honnête. Il faisait des bains de foule, contrairement à son père qui était protégé par l'armée. Et il était assez aimé, ça c'est la vérité. D'ailleurs, beaucoup l'aiment encore en disant que c'est le roi des pauvres. Mais la problématique qui se pose, c'est qu'il vivait très peu au Maroc. C'est quelqu'un qui ne voulait pas le pouvoir. On sentait vraiment que c'est quelqu'un qui s'est reçu le pouvoir sans l'aimer. Il a été formé pour devenir le souverain. Donc ce souverain qui est en plus malade, on le sait aujourd'hui, est très malade, qui fonctionnait à la courtisane, je crois, il grossissait, il maigrissait. Tout ça, c'est des éléments qui ne sont pas très positifs et qui donnent un sentiment de fragilité. Avec un système extrêmement fort dans l'image extérieure, mais faible de l'intérieur, puisque tout le monde se bagarre. C'est vraiment la foire d'empoigne. Alors, il est probable que son fils prenne le pouvoir. Je pense qu'il sera drivé par des gens beaucoup plus costauds autour de lui qui vont l'influencer. C'est à peu près ça. Mais justement, docteur Ayachi, comment se fait-il que ce système marzénien extrêmement organisé, notamment dans les sphères d'influence à l'étranger, dans les institutions internationales, comment ce système s'est retrouvé aussi fragilisé de l'intérieur et n'arrive pas à préparer une succession paisible
sereine, en tout cas. Parce que tout simplement, Emel vient de le dire, ce dont il faut parler, c'est la nature du système lui-même. Ce qui changera pour le peuple marocain, c'est au mieux, bien sûr, une république, l'effondrement de la monarchie, au pire, peut-être un monarque éclairé. Or, avec ce qui se passe en ce moment au palais, ni l'un ni l'autre ne changera rien du tout, ni pour le peuple marocain, ni pour autre chose, que ce soit le frère ou le fils. Pourquoi? Parce que la décision politique n'appartient pas au monarque. Elle appartient à Tel Aviv, elle appartient à Paris, elle appartient à Washington depuis longtemps. L'exilé marocain vient de le dire, c'est encore une fois, comment il s'appelle Les chaînes. Hein? Il parle de quoi le conseiller. Ah, Azoulay. C'est Azoulay qui commande, c'est lui qui gère le Maroc en recevant des directives de ces trois capitales. Et donc, on laisse pour le monarque la prébande, le trafic, le narcotrafic, lui et le Marzen, et c'est comme ça que le peuple souffre. Des miettes, des clopinettes qu'il ramasse, et par conséquent, ça ne changera rien, que ce soit le fils qui arrive ou que ce soit le frère, dans la nature du risque. Et face à cette situation, c'est encore une fois, ceci peut entraîner le pari sur le pire. Il faudra bien que ce peuple soit occupé par une guerre entre conflit interne. Voilà le danger qu'il y a. Sinon, la décision politique n'appartient plus au monarque depuis longtemps. Le seul qui a pu discuter, plus ou moins, être partie prenante d'une certaine façon de la décision, c'était Hassan II. Parce qu'il avait un certain niveau politique pour pouvoir discuter avec les uns et les autres. Et encore, au prix d'être un traître de la cause palestinienne. Vérifié, un renégat, quelqu'un qui a trahi la cause arabe. La cause arabe, tout à fait. D'ailleurs, le Maroc n'est pas un pays qui est indépendant. C'est un pays qui est aujourd'hui surendetté. Très récemment, l'ONG Oxfam avait classé le Maroc comme étant un des pays les plus inégalitaires au monde et en Afrique du Nord. Donc voilà, c'est des vérités qu'il faut rappeler. Et quand on parle de Mohamed VI comme étant cette légende du roi des pauvres, mais de qui se moque-t-on? Vous savez, en 2015, le magazine américain Forbes avait classé sa richesse, avait estimé sa richesse à plus de 6 milliards de dollars. Donc effectivement, il y a tout un système de corruption qui est mis autour de ce palais royal pour finalement voler davantage le peuple marocain et le dépouiller. Tout à fait. Tarek Hafid, un dernier mot sur cette succession au trône. Est-ce qu'elle peut se faire, selon vous, dans la violence? Dans la violence, je ne sais pas, mais... selon les éléments que l'on a aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que ça va être très compliqué. Il faut bien rappeler que le Marzen, c'est un système moyenâgeux, c'est-à-dire que c'est quelque chose c'est un système qui a ses propres règles, qui sont très obscures, et effectivement, ça pourrait dégénérer. Ça pourrait mal se passer, selon vous. Tout à fait. Merci beaucoup, Tarek Hafid. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste des questions internationales. Merci à vous, Sami Kaidi, également. Vous êtes journaliste au quotidien, Al-Moudjahid, spécialiste des questions internationales. Gamel Avina, je vous remercie également d'avoir été parmi nous, journaliste et analyste des questions internationales. Et merci à Dr Ayachi, président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis excellente suite des programmes et à bientôt. Au revoir.